Ça tourne. C'est bon? C'est bon? Monsieur le directeur, bonjour. 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 Merci beaucoup de nous recevoir sur le niveau. Alors, dans un premier temps, nous voulons comprendre l'essence qui est derrière les concepts de l'économie sociale et solidaire. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir effectué le déplacement et toute ma reconnaissance d'abord à cette association qui œuvre pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, l'Alliance des journalistes en matière d'économie sociale et solidaire. C'est une très bonne question et je dirais que c'est un thème d'actualité, l'économie sociale et solidaire. Et nous venons juste de la 110e conférence internationale du travail où l'économie sociale et solidaire s'est invitée dans les échanges au cours d'une commission spécifique, travail décent et économie sociale et solidaire. Donc, poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire est une question très pertinente. Il faut dire que l'économie sociale et solidaire entrevoit deux notions fortes. La notion d'économie qui renvoie à la production des biens et des services, et l'économie sociale et solidaire à la rentabilité sociale. Donc, pour dire simple, je dirais c'est un type d'économie qui, au départ, était essentiellement conçu sur trois pieds: les associations, les sociétés coopératives et les mutuelles. Au fil du temps, ça a connu une évolution de sa conception tripolaire. On est venu à une conception quadripolaire, donc 4 dimensions. Il y a les mutuelles, les sociétés coopératives, les associations gestionnaires et d'autres types d'organisations qui ont commencé à prendre corps, plus les fondations. Donc aujourd'hui, le champ d'action de l'économie sociale s'est un peu élargi et il faut entendre par ça toutes les activités qui concourent à assurer le bien-être social en mettant l'homme au centre des préoccupations. Donc c'est en rupture avec l'économie classique qui est fondée vraiment sur le profit. L'économie sociale et solidaire, c'est basé sur la rentabilité sociale. Et pour faire simple, je peux illustrer, dans un quartier, si vous estimez qu'il y a des besoins immenses qui manquent, tels que les moyens de transport pour pouvoir prendre les enfants et les amener à leur niveau, au niveau de leur lieu de travail, les jardins, les gens peuvent se mettre ensemble pour créer une organisation qui fera en sorte qu'on peut doter le quartier d'infrastructures en termes de matériel roulant permettant à ces enfants quand même d'emprunter ce bus pour aller à leur jardin. Donc l'économie sociale et solidaire vient pour combler un besoin sur la base d'une identification des préoccupations au niveau d'une localité. Donc c'est basé sur la rentabilité sociale et il faut carrément dire que ça met l'homme au centre de la préoccupation. Donc c'est l'humain qui est le facteur déterminant par rapport à l'économie sociale et solidaire. Ce n'est vraiment pas le profit. Et ça se base aussi sur un territoire, c'est pourquoi on parle d'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire. Cela est fondamental dans la compréhension de ce concept. D'accord. S'il vous plaît. Monsieur le directeur, le facteur humain étant déterminant dans le concept de l'économie sociale et solidaire, alors quelle est la situation actuelle de l'économie sociale et solidaire dans notre pays? Merci beaucoup. L'économie sociale et solidaire est une thématique très importante et dans notre pays, on peut parler des dimensions institutionnelles puisque nous-mêmes, Direction nationale en charge de la protection sociale et de l'économie sociale et solidaire, a été une direction créée sur la base d'une initiative gouvernementale à travers
une ordonnance qui nous a créé depuis 2000, et l'ordonnance numéro 00063 qui a créé vraiment cette direction avec des missions précises. Et cette ordonnance a été reprise le 15 février 2016 et la loi l'a encore ratifiée le 30 décembre 2016. Donc il faut dire que cette création permet de définir le champ d'intervention de l'ESS et encadrer toutes les actions qui vont se faire dans ce sens. Donc nous sommes la structure tutelle qui a en charge ce concept d'économie sociale et solidaire. Pour dire encore qu'en plus de cela, l'État a créé le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire qui vient en complémentarité des actions initiées par notre direction pour promouvoir le développement durable auprès des populations. Et encore, on peut parler du réseau des parlementaires de l'économie sociale et solidaire qui a permis quand même de donner une grande impulsion aussi à ce secteur puisque les élus peuvent faire des plaidoyers pour davantage accroître les capacités d'intervention en matière d'initiatives communautaires en termes d'économie sociale et solidaire. Il y a aussi le réseau africain de l'économie sociale et solidaire qui existe, ça c'est au niveau sous-régional, mais dont le Mali assure toujours la présidence depuis la rencontre de 2019. Et il y a le réseau national pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, le RENAPES. Donc c'est pour vous dire que sur le plan institutionnel, il y a le paquet qui a été mis de notre côté pour que vraiment cette thématique puisse être connue du grand public. Mais aussi, au-delà de ça, puisque j'ai parlé de l'ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire, il y a le maire du district qui est le vice-champion, vice-président de l'économie sociale et solidaire depuis le sommet de Bilbao. Donc ce réseau international, donc le maire du district occupe la deuxième place dans la hiérarchie. Et également, comme initiative, nous pouvons dire que le Mali a eu à abriter la rencontre africaine en matière d'économie sociale et solidaire et notre département a été de beaucoup dans l'exécution de ce forum qui s'est tenu en terre africaine du Mali. Et aussi, pour vous parler de toute l'importance de l'ESS pour notre pays, nous avons également participé à un sommet spécifique à Paris en 2019 au musée Jacques Branly pour un peu parler de l'ESS sur le plan international. Et le ministre malien à l'époque de l'économie sociale et solidaire a été le ministre leader auprès de ses homologues qui ont en charge vraiment cette thématique pour créer le réseau africain des ministres de l'économie sociale et solidaire. Et pendant la même année, donc 2 mois après la tenue de cette rencontre de Paris, nous avons participé à un side event aux États-Unis pour parler encore de l'économie sociale et solidaire, comment les différents pays à travers le monde pouvaient conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que ce secteur puisse être davantage connu, puisque c'est les populations laborieuses dans leurs franges les plus importantes qui inscrivent leur action dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, notamment les mutuelles, les sociétés coopératives et les autres organisations pour davantage créer la richesse et promouvoir le travail décent à travers le pays. Donc c'est un concept fort qui prend de l'envergure sur le plan national, sur le plan africain et même sur le plan mondial. Alors, l'économie sociale et solidaire n'étant pas basée sur les profits, comment est-ce que la population peut s'en approprier? Merci beaucoup. Je pense que pour compléter votre question, j'aurais dû aussi vous dire qu'il y a aujourd'hui des données probantes qui peuvent nous conforter au niveau de notre pays, où en matière d'économie sociale et solidaire, nous avons à peu près plus de 30 000 sociétés coopératives, nous avons 105 mutuelles de santé qui sont fonctionnelles aujourd'hui, nous avons à peu près 1600
associations de santé communautaire où 1400 sont aujourd'hui fonctionnels. Et nous avons l'ESS qui, par rapport aux capitaux initiaux, embrasse un peu plus de 13 millions, pour dire environ 14 milliards de francs CFA. Donc c'est une économie qui contribue réellement au développement du pays. Maintenant, par rapport à l'appropriation, c'est d'intensifier aussi les activités d'information et de communication, comme vous êtes en train de le faire, pour que le concept puisse être bien compris par le citoyen lambda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, comment les gens peuvent se regrouper, puisque si on fait une genèse dans le temps, on peut dire que nous sommes dans pratiquement les traces de l'ESS à travers l'organisation des tons villageois, à travers les structures d'entraide, les tontines qui sont organisées. Et ce type d'organisation, il faut faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse les aider à aller vers une certaine formalisation. Parce qu'à l'international aujourd'hui, le maître mot, c'est la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et c'est de faire en sorte que toutes ces organisations qui sont aujourd'hui là soient encadrées par des dispositifs réglementaires et législatifs pour prendre le pli de la légalité. Et les sociétés coopératives, il y a l'acte uniforme de l'OHADA qui les organise, et peut-être que d'autres collaborateurs pourront vous parler en détail par rapport à ça. Concernant les mutuelles, il y a le règlement communautaire aussi qui encadre un peu les interventions des mutuelles sociales. Et par rapport aux autres organisations, nous essayons de faire en sorte que les gens qui sont dans ces organisations puissent respecter les normes en la matière. Donc l'activité de communication va permettre vraiment à beaucoup de citoyens de mieux connaître ce type d'économie et voir comment accéder vraiment à ce schéma qui peut assurer leur relèvement économique. Monsieur le directeur, la couverture maladie universelle aussi est une entité importante s'agissant de l'économie sociale et solidaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une très bonne question parce que c'est une réforme phare pour notre pays, la couverture maladie universelle, et pour mettre ensemble les différents dispositifs qui existent. Nous avons l'AMO que tout le monde connaît aujourd'hui pour le risque maladie par rapport aux travailleurs au sens classique du Code du travail, les salariés, les parlementaires, les fonctionnaires, les militaires. Nous avons le régime d'assistance maladie et d'assistance médicale, le RAMED pour les indigents, qui représente environ 5% de la population. Nous avons également les mutuelles de santé qui couvrent le risque maladie par rapport aux populations qui travaillent dans le secteur informel et le monde agricole. Aujourd'hui, face à ces différents dispositifs, le régime d'assurance maladie universelle, le RAMU, va être la réforme phare pour combiner l'ensemble des dispositifs et faire en sorte que tous les Maliens, sans exclusion aucune, puissent accéder à des soins de qualité à travers un bouquet unique. Donc aujourd'hui, mettre en relation cette réforme phare avec l'économie sociale et solidaire, moi je pense que c'est un pari gagnant parce que ça permettra d'étendre la couverture à ces populations pour que le droit constitutionnel de tout le monde, à travers l'article 17, où la protection sociale est un droit reconnu pour tous les Maliens, qu'aujourd'hui, ces acteurs qui sont dans ce type d'économie puissent bénéficier de la couverture maladie. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose et ça permettra d'éviter la fragmentation des systèmes, ça c'est un aspect important, mais aussi ça permettra d'éviter la marginalisation de certains segments de la population et consacrer l'égalité des chances en termes de justice sociale et d'équité. Alors quelle peut être la responsabilité de l'État dans tout ça? Bon, la responsabilité de l'État est majeure puisque c'est une réforme qui va être pilotée par l'État. Et nous, en tant que direction nationale
Nous avons le leadership par rapport à la politique nationale de protection sociale, où aujourd'hui la couverture par rapport au risque maladie est une dimension importante et les institutions de sécurité sociale qui vont porter cette réforme telle que la Caisse malienne d'assistance nationale, la CANAM, et l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS, la Caisse malienne de sécurité sociale, la CMSS, l'Union technique de la mutualité, l'UTM, et le régime d'assurance maladie universelle, le RAMED, à travers l'ANAM. Toutes ces organisations sont membres aussi d'un programme dans le cadre du budget programme qui est piloté par notre direction. Donc aujourd'hui, la part que l'État joue dans le cadre de cette réforme est une part prépondérante parce que c'est l'État qui détermine et conduit la politique. Donc aujourd'hui, on a mis en place le groupe d'experts chargé de travailler sur les différents éléments en matière de couverture maladie. Le groupe d'experts a été constitué, ils ont fait la production et nous avons accompagné la dynamique pour aller à l'adoption d'une loi désormais qui va régir le régime d'assurance maladie universelle. La loi a été votée en décembre 2018. Il y a des textes d'application qui ont été pris pour nous permettre d'être dans l'opérationnel. Et en plus de ce groupe d'experts, l'État a mis en place un comité de suivi de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Et toute la production que les experts vont faire vont être soumises à la validation de ce comité. Et aussi, à côté de ça, pour imprimer la diligence dans l'adoption des textes et faire en sorte que les Maliens puissent rapidement bénéficier de cette couverture, sous l'égide de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, il y a un comité restreint qui a été mis en place pour accélérer la cadence et nous permettre d'aller très rapidement à l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, où le principe sacré, c'est un seul bouquet pour tous les Maliens, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde va bénéficier de ce type d'assurance en matière de risque maladie, sans exclusion aucune. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut dire que l'économie sociale et solidaire est un outil de développement au service de la population? Merci beaucoup. Moi, je vous donne raison dans cette affirmation. Je l'atteste également, puisque l'économie sociale et solidaire, pour un peu caricaturer, certains disent que c'est pratiquement la troisième voie de développement. Le capitalisme a montré ses limites, le socialisme aussi. Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un chemin intermédiaire qui puisse permettre à la plus grande population d'accéder au bien-être social. Et pour illustrer, quand on prend l'exemple sur les sociétés coopératives, classiquement on dit la société coopérative ou la coopérative est la fille de la nécessité. C'est pendant la nécessité que les gens se sont mis ensemble et créé vraiment la coopérative pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. L'économie sociale et solidaire aussi est une alternative aujourd'hui de développement à travers le monde, mais spécifiquement en Afrique, je me dis que c'est de ce côté où nous devrons axer nos efforts, faire en sorte que toute la production locale qui est aujourd'hui faite, qu'on puisse aller à cette transformation, faire la commercialisation et permettre à ces braves populations de vivre du fruit de leur labeur. Et l'économie sociale et solidaire permet d'aller dans le sens d'une innovation. Il faut la créativité pour au moins mettre en place aujourd'hui des biens et des services qui pourront combler des vides là où le besoin se fait sentir au niveau de la population. Puisque ce n'est pas le profit qui est recherché, mais c'est l'utilité sociale, c'est la rentabilité sociale et c'est l'humain
qui est valorisée dans ce travail et c'est une économie à visage humain. Monsieur le directeur, l'humain étant valorisé dans les concepts même de l'économie sociale et solidaire, moi j'aimerais comprendre la proportion, selon le pourcentage de la population en urgence de ces besoins-là. Bon, donner des statistiques peut paraître un peu difficile, mais si on voit un peu la taille de la population sur un échantillonnage de 100, on peut estimer que 78% de la population sont aujourd'hui dans le besoin par rapport non seulement à la couverture sociale, c'est ce qu'on dit généralement, mais c'est cette frange importante de la population aussi qui a besoin d'aller dans une formalisation de leur activité. Et c'est de ce côté aussi que nous sommes en train d'axer nos efforts à travers un projet de loi qui est en chantier, la loi de l'entrepreneur, c'est de faire en sorte que tous ceux-ci qui travaillent aujourd'hui, mais qui ne sont pas identifiés, recensés, répertoriés avec des numéros d'identification pour au moins leur allouer des fiscalités souples, le travail consiste à enrôler ces personnes et désormais qu'on puisse appliquer des taxes préférentielles à ceux-ci et par ricochet qu'ils bénéficient aussi des avantages sociaux en termes de couverture. Le paysan qui a vraiment pendant toute sa vie sa force de travail pour nourrir sa famille et nourrir vraiment la population, ce ne serait pas très orthodoxe arriver à 60 ans que cette personne ne puisse pas bénéficier en contrepartie d'une quelconque pension ou en tout cas un retour sur son investissement. Donc travailler vraiment sur ces segments aujourd'hui pour permettre quand même d'assurer les vieux jours de ceux-là même qui ont eu à donner le maximum au pays. Moi je pense que ça c'est un principe d'équité, un principe de justice sociale et travailler dans le sens d'une formalisation de tous ces acteurs dans le cadre de l'ESS me paraît être un besoin essentiel aujourd'hui. Monsieur le directeur, est-ce que le travail de l'ESS contribue réellement au développement, sinon à la promotion des personnes vulnérables? Merci. Et je pense que vraiment c'est tout cela le défi aujourd'hui de l'ESS. Le défi de l'ESS, c'est d'avoir des ressources aujourd'hui longues pour permettre de financer des activités génératrices de revenus pour ces populations vulnérables qui sont en besoin non seulement de protection sociale, mais qui sont dans un besoin de relèvement économique, mais pas d'assistanat. Parce que ça a montré ses limites. C'est de mettre en place aujourd'hui des mécanismes qui pourront permettre à ces catégories de personnes de briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Cela est fondamental parce que dans un pays, on ne peut pas assurer la croissance économique tant qu'il y a des niches de pauvreté et que ces catégories vulnérables se trouvent plombées dans ces genres de systèmes. Il faut absolument assurer leur relèvement économique, investir aujourd'hui dans le capital humain et combiner un certain nombre d'activités en les finançant, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, des activités génératrices de revenus peuvent être de nature à permettre à cette catégorie de personnes d'accéder à l'emploi, avoir des ressources pour mettre leurs enfants aussi à l'école et faire en sorte que la société ne puisse plus continuer à reproduire le même cycle de père en fils par rapport à l'extrême pauvreté. Donc il faut briser la chaîne et l'ESS va contribuer à briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté et faire en sorte que la croissance économique dont le pays est en droit, qu'on puisse réellement l'atteindre. Et je pense que c'est un bon levier aujourd'hui pour assurer le développement. Mais je m'empresse de dire que la vision que nous avons de l'ESS, c'est une vision dans une approche
territoriale également, puisque ces catégories se trouvent sur des espaces et il faut faire en sorte que l'ancrage de l'ESS soit un ancrage territorial à travers donc les municipalités, qui ait une implication forte pour que des activités économiques soient organisées et que nous rendons nos territoires dynamiques pour offrir des services de qualité aux populations. Alors, monsieur le directeur, l'économie classique étant fondée sur les profits et l'économie sociale solidaire sur le développement humain, est-ce que cette dernière peut contribuer aujourd'hui au développement de notre économie nationale? Absolument, parce que si je fais un retour sur les statistiques, je disais que si je prends au bas mot les sociétés coopératives qui sont à environ plus de 30 000 et avec les capitaux initiaux, on est à peu près à 14 milliards. Donc aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une manne négligeable dans le cadre de l'essor économique qu'on est en droit d'espérer lorsque les acteurs initient vraiment ces genres d'activités. Et j'ai dit, non seulement ce défi économique peut être porté par ces organisations à travers leur structuration, donc nous, notre direction, plus les structures que j'ai eu à citer, vont travailler dans le sens d'apporter leur appui conseil à ces organisations, et une fois que elles auront pu se conformer aux normes en la matière, peuvent aussi, pourquoi pas, solliciter des crédits solidaires auprès des institutions de microfinance à des tarifs préférentiels pour mener des activités qui vont non seulement donner le sourire aux membres de leur famille, mais leur permettre également de valoriser des chaînes de valeur à travers les produits agricoles où la commercialisation se fera et où on va permettre vraiment à ces zones de production d'envoyer leurs produits vers des zones de commercialisation, et tout le monde est gagnant par rapport à une telle économie. Et ça dépend de l'imagination, de la créativité et surtout de l'accompagnement. Alors, monsieur le directeur, que faut-il faire maintenant pour développer les secteurs de l'économie sociale et solidaire, lequel développement va favoriser aussi le développement de l'économie nationale? Merci, c'est une très bonne question. Une question à entrée multiple. Moi, je dirais que l'action la plus importante, c'est celle que vous êtes en train de mener. C'est la communication. Et généralement, on peut faire de l'ESS sans le savoir, mais aujourd'hui, véhiculer le message par rapport à l'ESS pour que tout le monde puisse bien comprendre vraiment ce concept, qu'est-ce qui se cache derrière, le faire dans les différentes langues du pays va contribuer à une meilleure appropriation de ce concept par les différents acteurs. Et je l'ai tantôt dit à l'entame de mes propos, pour que la conférence internationale du travail qui s'est tenue, la 110e session à Genève, puisse en faire un segment au niveau d'une commission, c'est que c'est une préoccupation forte pour tous les pays. Et aujourd'hui, en tirant leçon de tout ce qui a été expérimenté en termes d'économie marchande aujourd'hui, on a vu vraiment les limites de tout ça, et tout le monde s'accroche aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un lobbying qu'il faut vraiment faire pour que les gens puissent d'abord, à travers vos activités de communication, comprendre, mais aussi qu'on puisse nouer des partenariats. Parce que c'est un type d'économie qui va aussi nécessiter une soutenabilité financière à travers les institutions de microfinance, à travers les banques solidaires. Donc, moi j'ai dit, c'est aussi le défi d'une meilleure structuration, une meilleure organisation, que nous ayons des acteurs suffisamment engagés. Et là, ça va aussi dépendre des activités de renforcement de compétences
que nous devons être constamment appelés à faire. Et concernant notre direction, c'est de petits exemples que j'aime souvent donner. Et chaque année, pendant le mois d'octobre, qui est dédié à la solidarité, à la lutte contre l'exclusion, on réserve la dernière semaine du mois à l'économie sociale et solidaire. Et pendant ce mois, nous organisons des rencontres, des conférences pour permettre à d'autres acteurs de mieux comprendre le concept, mais on couple à la conférence nationale sur la protection sociale le salon de l'économie sociale et solidaire pour montrer au grand public ce que les braves populations font dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, les vendeuses de poissons, ceux qui fabriquent des tissus artisanaux, d'autres types de produits locaux. C'est une exposition vente pendant la durée de la conférence nationale. Et les gens qui viennent de l'extérieur verront les produits nationaux. Nous autres aussi, on verra comment l'expertise malienne est faite dans le cadre de la confection des produits locaux. Et ça permet à ces artisans, ces ouvriers également de vendre leurs produits et c'est des gains aussi pour eux. Mais on doit monter en puissance au-delà de l'organisation des salons. Pourquoi pas avoir des initiatives et créer des genres de coopératives témoins dans les quartiers pour écouler les produits de l'économie sociale et solidaire, nos céréales, nos condiments, nos tissus, hein, les produits de l'artisanat de façon générale. Je pense que quand on aura les légumes, puisque les dames me regardent, donc je pense que s'il y a des boutiques témoins dans les quartiers où on a accès à ces produits à moindre coût, bien présentés, je pense que ça contribue aussi à faire l'essor de l'économie sociale et solidaire. Parce que de par le monde aujourd'hui, ce sont aussi ces genres d'initiatives au niveau des carrefours, quand on va à l'extérieur, où on a des produits frais qui sont vendus dans ces magasins. Et aujourd'hui, il y a des rues marchandes qui sont aussi organisées dans certaines grandes capitales à travers le monde, où il y a des expositions ventes qui se font. Ça aussi, c'est des formes DSS qu'il faut encore valoriser. Et nous, on a l'habitude des rues marchandes. Et ces genres d'initiatives permettent aussi de contribuer à la création de la richesse, de l'emploi. Et tout le monde est gagnant dans la coordination et la déclinaison de ces initiatives. Merci beaucoup.